nurses, this is magic. Sur les réseaux sociaux, c'est le médicament miracle pour la perte de poids. This is what 180 pounds looks like and 51 pounds looks like on the same body. Tout d'un coup, c'est devenu viral. Freeze! Everybody clap your hands. C'est un game changer. C'est une possibilité de traitement là où on n'en avait aucune auparavant. J'ai pas d'équivalent de médicament qui est vraiment, par bouche à oreille, eu un tel succès. Les Suisses, si vous êtes là et que l'obésité c'est votre problème, déjà tu t'abonnes. On se retrouve avec des patients qui viennent et qui veulent absolument commencer le traitement. This is the medication that's changed my life. Can we skip to the good part? You've arrived at your destination. Et puis, je remets un petit coup de désinfectant. Et tout gentiment. 2h24. J'ai pas faim parce que j'ai mangé ce soir, mais je prends un petit truc. Puis je suis en train de me dire non, vas-y, fais pas, mais je fais quand même. La gourmandise est là. Je pensais que c'était 5h du matin, mais non, c'est 2h30. Alors voilà. Bonjour. Luciano Casto souffre d'obésité depuis de nombreuses années. Après plusieurs régimes, il décide en 2009 de faire un bypass et perd 50 kilos. Mais au fil des ans, il reprend du poids peu à peu. Très vite, l'esprit, l'envie, elle revient parce qu'on a opéré de l'estomac, pas du cerveau. J'aimerais volontiers 2 brochettes de poulet, s'il vous plaît. Dans la tristesse, je me réconforte avec la nourriture. Dans le stress, je me calme avec la nourriture. Dans la joie, je me fais plaisir avec la nourriture. Vous avez une très belle vitrine. C'est gentil. Magnifique, merci. Maintenant, avec le bypass, ou si je grignote un petit peu, j'ai de toute façon pas faim. C'est de la gourmandise, mais c'est l'envie. Et l'envie est toujours là. Luciano, qu'est-ce que vous ressentez là, quand vous voyez toute cette viande? Ah, c'est magnifique quand même. Ça ouvre l'appétit. I'm gonna give just a little, take just a little, till we're getting closer, almost cheek to cheek. Du moment que j'ouvre les yeux le matin jusqu'au soir que je les ferme, je peux faire plein d'activités, je peux parler avec des personnes. Et j'ai des images qui viennent toujours, qui passent devant mes yeux, en fait, où je vois de la nourriture passer, parce que je pense à ça. C'est une obsession. C'était une obsession, ça l'est toujours. C'est clair, oh non, tout à fait. C'est primordial pour moi. Si je ne prends pas ce produit, surtout le soir que je suis à la maison, les envies reviennent de vouloir grignoter quelque chose. Mais je pense qu'il y a un effet qui s'est produit au niveau des pensées. Donc c'est apparemment un produit qui agit un peu sur je ne sais pas comment expliquer ça, les professionnels vous le diront, mais sur des cellules qu'on a dans le cerveau. Et puis j'adore dire cette image de Tom et Jerry où il y a l'ange qui vient sur l'épaule et puis le diablotin de l'autre côté, puis un qui dit vas-y mange, et puis l'autre qui dit non tu dois pas manger. Et c'est mon cas actuellement. Mais en prenant ce produit dans le premier, deuxième, troisième jour, je pense plus du tout. J'ai plus envie de manger. Je pense pas à manger. Et c'est quelque chose que je trouve incroyable parce que ça fonctionne. Avec l'apport de ce produit, je me rends compte que je peux passer des journées entières. Je me réveille le matin, je fais un petit déjeuner, et jusqu'au soir, je ne mange pas parce que je n'y pense pas.
Si Luciano n'y pense pas, c'est que les médicaments qu'il s'injecte, en plus de ralentir sa vidange gastrique, trompent son cerveau. Ils lui font croire qu'il a mangé et diminuent ses envies. Ce médicament mime l'effet d'une hormone naturelle, le glucagon-like peptide 1, le GLP-1. Chez une personne saine, l'hormone fonctionne ainsi. Lorsque nous mangeons, les intestins libèrent le GLP-1, un messager qui va aller annoncer au cerveau que nous avons mangé. Cela induit une sensation de satiété et diminue les pensées alimentaires. Chez les personnes souffrant d'obésité, il y a une dérégulation de cette hormone. Les personnes doivent donc s'en injecter pour réguler leur appétit. Cet analogue du GLP-1 donne l'information qu'on a mangé alors même qu'on n'a pas mangé. Et du coup, s'il y a une perte de poids, notre organisme va la vivre sans essayer de lutter. Ce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas du tout conçu pour perdre du poids. Ces molécules ont été à la base développées pour les diabétiques car elles régulent le taux de sucre dans le sang en poussant le pancréas à produire davantage d'insuline. L'effet perte de poids a été découvert par hasard en observant que les patients diabétiques de type 2 maigrissaient lorsqu'ils étaient sous traitement. The dirty topic nobody wants to talk about on a GLP-1, constipation. À ce jour, les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont des désagréments gastro-intestinaux tels que la nausée ou la diarrhée. Il y a aussi eu des cas de pancréatite, mais ils restent rares. I have had the worst diarrhea, like I am shitting wet sawdust. I don't know what's coming out of my body. Sur le marché, nous trouvons aujourd'hui 2 liraglutides, le Victoza et le Saxenda, et 2 sémaglutides, l'Ozempic et le Wegovy. Mais seuls le Saxenda et le Wegovy ont la perte de poids pour indication. L'Ozempic et le Victoza sont normalement réservés aux diabétiques. Le GLP-1 qu'on a dans l'organisme a une action de quelques minutes. Il est très vite dégradé par des enzymes qui s'appellent les DPP4. Et on a en fait modifié un peu la structure chimique de ce GLP-1 en fabriquant le liraglutide et le sémaglutide, notamment en changeant quelques acides aminés, ce qui les rend résistantes aux enzymes DPP4. Puis on a aussi ajouté un groupe acide gras à ces molécules qui font qu'elles vont se coller un peu plus longtemps sur l'albumine, qui est une protéine de transport dans le sang, et donc elles vont échapper un peu à l'élimination par les reins. Donc le GLP-1 natif a une action de quelques minutes, le liraglutide a une action d'1 jour et le sémaglutide a une action d'1 semaine. Les analogues du GLP-1 sont une révolution pour les personnes ayant un long parcours de régime derrière elles. Là, sur cette photo, j'ai 40 ans. Avec le poids de la vie sur les épaules, je me sens tellement plus jeune aujourd'hui. Le tout premier régime était avant même l'adolescence. J'avais 11 ans, 11-12 ans, et on m'a donné des coupes-faim à l'époque, qui m'ont fait perdre une bonne vingtaine, entre 20 et 25 kilos, avant même la puberté. Marie-France n'a cessé ensuite d'enchaîner les régimes jusqu'à ce qu'elle décide de passer à la chirurgie bariatrique. Historiquement, en 2005, j'avais atteint un stade d'obésité morbide selon les termes médicaux et je me suis fait poser un anneau gastrique en 2005 parce que j'étais arrivée à un stade où je n'arrivais plus à courir après mon enfant, je n'arrivais plus à sortir de ma voiture dans un parking, dans un supermarché, et on a décidé de faire l'anneau et non pas le bypass parce que j'avais quand même peur de faire quelque chose d'irréversible. Malheureusement, l'anneau gastrique lui provoque des problèmes de santé. En 2021, elle doit se faire opérer d'une hernie et en profite pour faire un bypass. Un pas de plus dans son combat. Ce qui m'a frappé quand j'ai fait cet exercice, c'est finalement de voir les 5 fois où j'ai perdu plus de 20 kilos, 20, 25, jusqu'à 35 kilos, et de voir comment j'ai repris petit à petit pour arriver avec une courbe encore supérieure après, et tout ça sur 40 ans. Et de le voir comme ça sur un graphe, ça a été assez émouvant pour moi. Toute perte de poids, même si elle intervient chez une personne qui a un poids beaucoup trop élevé initialement, va affoler notre organisme qui va vouloir à tout prix reprendre ce poids perdu.
Et pour reprendre le poids perdu, l'organisme va augmenter la sensation de faim, va réduire la sensation de satiété, va diminuer les dépenses énergétiques dans le seul objectif de nous amener à consommer plus pour reprendre le poids qui a été perdu. Lors d'un régime, le corps va donc se défendre et reprendre le poids perdu. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et cet effet a un impact négatif sur le tissu adipeux. Il détériore les cellules. C'est d'autant plus grave que chez les personnes qui ont fait des variations pondérales multiples, eh bien certainement au niveau du tissu adipeux, ces variations importantes favorisent la survenue d'une fibrose. Et lorsqu'il y a du tissu adipeux qui est fibrotique, eh bien c'est un tissu adipeux qui est moins réactif et qui répond moins par la suite à des interventions qui ont pour but de faire perdre du poids. Alors qu'elle devait perdre 40 kilos, Marie-France n'en perd que 17 après son bypass. Le chirurgien lui dit qu'il ne peut plus rien pour elle et l'envoie chez un endocrinologue. Celui-ci lui prescrit alors des analogues du GLP-1. Bonjour, bienvenue. En commençant les injections, il y a donc des paliers qu'on vous donne. En faisant les injections, j'avais un tout petit peu au début, un peu comme la nausée, un peu comme si vous êtes un petit peu pas très bien, rien de bien grave, mais j'ai commencé à manger moins. Et plus le dosage a augmenté, là j'ai commencé à remarquer, déjà au bout de 2-3 semaines, je me suis habituée, donc j'avais plus du tout ces nausées. Et j'ai commencé très rapidement à remarquer que si je mangeais trop gras, j'allais très rapidement aux toilettes. Que si je mangeais trop sucré, j'avais comme le dumping syndrome qu'ils appellent pour le bypass, c'est-à-dire que tout d'un coup on a des bouffées de chaleur. Et j'ai commencé donc naturellement à manger beaucoup plus sainement aussi, parce que ça me faisait du bien. Je sentais que ça me faisait du bien. Et petit à petit, la nourriture m'a appelée. C'est plus moi qui regarde dans le frigo, c'est finalement des envies qui viennent, mais des envies de choses saines. Ah, j'ai envie de tomates, j'ai envie de salade, j'ai envie de fruits. Donc vous avez aussi plus de fringales aussi. Donc c'était un peu magique. Donc je travaillais, j'étais occupée, puis les kilos commençaient à descendre, sans que je m'en rende compte. Si Marie-France change son alimentation, elle ne semble ni perdre l'envie de manger, ni même le plaisir. Des effets souvent présents avec les coupes faim. Une étude de l'Université de Genève, sous la direction notamment de Zoltán Pataki, s'est intéressée à l'impact des analogues du GLP-1 sur le plaisir de manger. Nos résultats ont mis en évidence quelque chose que pour l'instant n'a pas été observé dans d'autres équipes, et c'est que, en fait, en donnant un analogue de GLP-1, notamment c'était le liraglutide, les patients qui ont été sous ce médicament n'ont pas eu moins de plaisir à manger que ceux qui ont été sous placebo. Et finalement, notre conclusion était que ce médicament induit une perte pondérale, induit une baisse de sucre dans le sang, mais par des mécanismes autres que de diminuer le plaisir à manger. C'est donc sans perdre le plaisir de manger que Marie-France perd 18 kilos et atteint un poids dont elle n'aurait jamais osé rêver, 66,5 kilos. Il n'y a aucune frustration. Et je pense que c'est ça qui est magique. C'est, en tout cas pour moi, ça fait 40 ans que je lutte, 40 ans de yo-yo, de poids qui monte et qui descend, avec soit des restrictions, soit de la culpabilisation ou de la culpabilité. Je me sens coupable de manger. Et là, je pense pas, j'ai pas de fringales. Et si j'ai envie d'un biscuit, je le prends. Mais parce que j'en ai envie peut-être qu'une fois par semaine. Donc je vis sereinement. Il y a un côté de libération pour ma part. Et du coup, au niveau de la longueur, ça je préfère. On voit la chaussure. C'est vrai qu'au niveau de la silhouette, j'ai un peu de peine. Je dois m'habituer encore à ma silhouette et c'est vrai que je ne sais plus forcément ce qui est le plus flatteur ou pas. Alors quand j'ai atteint le poids idéal, j'ai posé la question, et maintenant on fait quoi ? Comment on arrête ce médicament ? L'endocrinologue que j'avais en face de moi m'a dit, je vais me renseigner avec l'endocrinologue chef. On n'a pas beaucoup d'habitude, on n'est pas encore très au point avec ces médicaments-là. On va voir. Elle s'est absentée, elle m'a laissé bien 10 minutes.
Et elle est revenue en me disant, écoutez, vous arrêtez puis on regardera. Et là, j'ai quand même pas mal de caractère et il est vrai que là, j'ai dit, non, mais écoutez, c'est une réponse que je trouve inacceptable, en fait. Et finalement, vu un peu mon état d'anxiété, parce que j'ai dit, mais écoutez, je suis terrifiée à l'idée de perdre du poids, je sais faire. Perdre du poids, je l'ai fait 5 fois dans ma vie, je l'ai fait 2 fois toute seule, je l'ai fait 3 fois avec de l'aide. Je sais, c'est pas reprendre. Donc, vu un peu mon angoisse à ce moment-là, ils m'ont refait une ordonnance en me disant, écoutez, baissez, arrêtez, et on se revoit, et on regarde à quoi vous en êtes. C'est une des grandes questions que pose ce médicament. Comment l'arrêter ? Car il a été observé que les personnes ont tendance à reprendre du poids en stoppant les injections. Mais nous avons encore peu de recul. Celui-ci, c'est absolument magnifique. Il n'y a pas vraiment de véritables algorithmes ou des guidelines, comment je fais pour arrêter, combien de temps, etc. Il faut essayer d'arrêter le plus progressivement possible ce médicament, diminuer les doses progressivement, tout en continuant le suivi du patient. Et des fois, peut aider une approche, ce qu'on appelle une approche on-off. Lors de certaines occasions, il peut s'injecter ce médicament pour pouvoir plus facilement contrôler la prise alimentaire lors d'une fête, lors d'un anniversaire, lors d'un apéro, etc. J'appelle ça une approche on-off. Alors, ceci dit que ce n'est pas une approche encore prouvée scientifiquement, mais ce médicament va m'aider à contrôler mon comportement alimentaire durant la soirée. Marie-France n'a pas eu ces conseils. Les spécialistes de l'obésité sont peu nombreux et les médecins habilités à prescrire ces médicaments ne sont souvent pas assez formés. J'ai commencé à lire tout, à aller sur Internet et j'ai vu des situations où j'ai lu des situations où des femmes disaient « Mon médecin m'a recommandé de rester sur une microdose à vie ». Et ça m'a interpellée. Je me suis dit « Mais ça fait sens finalement ». L'obésité, c'est une maladie. Et c'est vrai que c'est fatigant qu'on vous dise yaka. Parce que je l'ai fait, le yaka, 5 fois. Donc là, il était temps pour moi de me dire, trouvez-moi une solution qui est pérenne. Donc j'ai dit, voilà, je crois que c'est ça qui va être la solution pour moi, c'est de rester sur une microdose. Effacer quelques kilos superflus avant l'été ou après les fêtes, qui n'en a pas rêvé ? Pas de régime, pas d'effort. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se passe le mot. Les spécialistes sont en alerte. Ce médicament doit vraiment être réservé aux patients qui souffrent d'obésité, et pas pour me faire perdre 2-3 kilos parce que dans 2 mois c'est l'été et je veux être à la plage et puis juste pour rentrer dans le maillot de bain. C'est d'ailleurs assez risqué parce qu'au fond, on n'a aucune étude qui montre l'impact de ces molécules-là chez des personnes qui ne sont pas en surcharge pondérale et en obésité. Et est-ce que les quelques kilos qui ont été perdus vont demander pour le maintien de cette perte de poids une poursuite du traitement sur du très long terme ? C'est des questions auxquelles on ne répond pas. Mais ces avertissements se noient dans des milliards de vidéos. Il y a un marché qui grandit et en parallèle, il faut effectivement former les médecins, former les spécialistes de l'obésité à ce que ça ne soit pas juste un produit miraculeux qu'on commence à prescrire comme du Dafalgan. En effet, pour obtenir une prescription des analogues du GLP-1, il faut avoir un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 ou alors égal ou supérieur à 27 avec une comorbidité. Quand il n'y a pas un suivi correct, un accompagnement professionnel par des spécialistes, les résultats sont médiocres, voire il n'y a pas de résultats, mais par contre, il y a beaucoup d'effets secondaires. Des effets secondaires qui peuvent devenir ingérables, mais surtout, les envies alimentaires reviennent à l'arrêt des injections, en pire.
It has been 10 weeks since my last Wegovy injection, and hunger has definitely come back with a vengeance. A few weeks after stopping Wegovy, my appetite hadn't really come back, but now I'm literally hungry all the time. I'll have a full meal and then I will be like starving 10-15 minutes later. It's the craziest thing. Au centre de l'obésité des hôpitaux universitaires de Genève, une prise en charge correcte est une prise en charge multidisciplinaire. Alors, si vous permettez, on passe au cas suivant. Ici, les médecins travaillent avec des infirmiers, diététiciens, psychologues et même des art-thérapeutes. Comme ressource, il utilise soit des grignotages, soit autrement des jeux vidéo. Ce qui m'intéresserait encore l'avis de la psychologue Marie, tu en penses quoi? Puisque effectivement, il y a visiblement aussi des troubles du comportement alimentaire. Les grignotages en lien avec le stress, un élément souvent important. Ouais. Je ne sais pas si tu as exploré avec lui de comment vraiment concrètement ça se passe. Est-ce que c'est des grignotages qui sont fréquents? Est-ce qu'il arrive à identifier un peu quand ça arrive peut-être plus précisément? Alors ça m'intéresserait de voir l'avis de diététicienne. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, visiblement, il y a un manque de cet équilibre-là. Je pense qu'effectivement, avec ce qu'il rapporte là... Le poids qui amène le patient chez nous, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Nous, en tant que spécialistes de l'obésité, on doit s'occuper de tout ce qui est, que j'appelle des faces cachées de l'obésité, avant, quelque part, de prescrire les médicaments qui, eux, vont aider à l'amélioration des changements d'habitude, mais en tout cas pas en première intention. Ce n'est pas une baguette magique. Si les spécialistes de l'obésité chez l'adulte sont sur le pied de guerre, les pédiatres aussi. En Suisse, 15% des enfants sont en surpoids ou obèses. Et ces dernières années, des cours de sport spécialement dédiés à ces jeunes sont apparus. La première étape est de reprendre le travail avec les mesures diététiques, bien manger, de faire attention à l'activité physique, etc. C'est important. Depuis quelques mois, les pédiatres ont une corde de plus à leur arc. Ils peuvent prescrire du liraglutide aux enfants à partir de 12 ans. On est content parce que ça offre à une frange d'enfants et d'adolescents obèses la possibilité d'en bénéficier. Ça, c'est le premier bénéfice. L'autre avantage de l'apparition de ce produit pour les jeunes, c'est qu'on a remobilisé un certain nombre d'adolescents qui avaient perdu foi en l'action sur leur obésité. Ils avaient démissionné à quelque part. Et tout d'un coup, la possibilité d'avoir une alternative les a fait revenir dans le jeu d'une certaine manière. Vraiment, on discute longtemps avec eux pour finalement s'assurer que ça va fonctionner. L'objectif, c'est que ça marche. C'est pas du tout juste de prescrire. Hein. C'est qu'on a envie qu'ils puissent avoir un bénéfice réel dans leur vie. January, February, March, April, May, June, July. J'ai toujours été un peu en surpoids comparé aux autres enfants quand j'étais petite, tout ça. Je pense pas que ça soit forcément à cause de la nourriture parce qu'on a toujours mangé la même chose avec ma sœur, les mêmes quantités parce que c'est toujours ma mère qui préparait la nourriture. Du coup, je sais pas comment ça s'est passé et pourquoi. Laetitia a été suivie par un pédiatre spécialiste de l'obésité. Celui-ci lui a fait intégrer un programme où elle a été encadrée par un nutritionniste et a participé régulièrement à des cours d'activité physique. Je faisais de la gym et de la natation les jeudis et les vendredis. J'ai fait ça environ 8 ans, je pense. En fait, c'était beaucoup des jeux, mais en même temps de l'effort physique. Du coup, ça m'a aidé à stabiliser mon poids. Je vais pas forcément dire que j'ai pas forcément perdu de poids à cause de la gym, mais ça m'a aidé à être stable, à ne pas prendre du poids. J'ai appris à moins manger. Je mange pas forcément les mêmes portions qu'avant. Et j'ai réussi à passer presque 1 an et demi sans rien boire de sucré ni rien manger de sucré. Parce que je voulais du coup. Le pédiatre, il a vu que j'avais réussi à perdre du poids par moi-même. Et il s'est dit que maintenant, il pouvait peut-être me donner quelque chose qui allait m'aider à avancer. Et c'est là qu'il m'a proposé les Saxenda. J'ai réfléchi à fond avant d'accepter. Et après, je me suis dit pourquoi pas. À ce jour, Laetitia est toujours sous traitement et son poids continue de baisser.
Les analogues du GLP-1 semblent donc marcher sur les adultes, sur les enfants. Est-ce qu'avec une bonne prise en charge, il serait donc le traitement miracle qui supplanterait tous les autres traitements? Au département de l'obésité du Centre hospitalier universitaire vaudois, dirigé par une chirurgienne et une endocrinologue, on relativise. Pour nous, c'est vrai que c'est une possibilité de traitement là où on n'en avait aucune auparavant. Donc c'est vrai que les patients qui ne souhaitaient pas du tout la chirurgie bariatrique, mais qui souffraient d'obésité sévère, au-delà de l'accompagnement diététique, psychologique, on n'avait pas vraiment grand-chose à leur offrir. Donc pour nous, c'est un game changer et c'est une classe de médicaments qui a aidé beaucoup de personnes souffrant d'obésité. De temps en temps, on a des patients qui posent tous leurs espoirs sur ce médicament-là. Donc si ce traitement-là n'est pas bien accompagné, bien mis en route pour ces personnes, on risque de vraiment voir un échec des traitements qui risque de vraiment mener le patient au désespoir, de couper les ponts avec le corps médical, avec le lien thérapeutique qu'il pourrait avoir avec nous, en fait. Ça, c'est un danger qui n'est pas négligeable. Comme c'est moi qui reprends votre survie, là, ça serait pas mal de reprendre l'histoire dès le début. Adriana Poli a eu la chance d'être bien encadrée pour son obésité. D'abord réfractaire à la chirurgie bariatrique, elle a été traitée au liraglutide. Tout au départ, je pensais pouvoir arriver sans opération. Donc, la doctoresse Favre m'a conseillé de prendre du Saxenda. Et j'ai pu perdre du poids avec le Saxenda, mais pas suffisamment. Le Saxenda, vous l'avez eu pour combien de temps? C'était en 2018. Ouais. Et puis, j'ai perdu à peu près 7 kilos. J'avais pris pendant 9 mois, si je ne me trompe pas. Avec les médicaments, vous avez eu l'accompagnement diététique, psychologique, oui. Tout en même temps, hein, c'est ça? Oui. Et vous vous souvenez, vous aviez bien supporté les piqûres? Oui, j'ai bien supporté. Ouais. Mais voilà, encore une fois, les résultats n'étaient pas assez qu'on espérait. Donc, j'ai eu l'opération au mois de novembre. Du coup, on va juste examiner une fois, voir si on a des soucis au niveau de cette paroi abdominale. Venez juste avec moi. On voit qu'il y a des patients qui répondent très bien à ces traitements-là. Il y a des patients qui répondent moyennement et d'autres qui répondent mal à ces traitements. Et puis, on n'a pas de données actuellement sur le long cours pour ces traitements-là. Donc, la chirurgie bariatrique, ça reste un moyen efficace avec des données sur le long cours. Et c'est vrai que quand on a des patients qui arrivent avec des nombreuses comorbidités et une obésité importante, notre rôle aussi, c'est de les orienter vers le traitement qui est le plus adéquat. Et parfois, la chirurgie bariatrique est le traitement le plus adéquat. Alors, on va juste regarder encore une fois. Pour trouver la meilleure option possible, il est indispensable d'être bien encadré. Le problème, les centres spécialisés croulent sous les demandes. Il devient donc urgent que le personnel soignant, dans son ensemble, se forme à l'obésité. Camille Aquillon souffre d'obésité. Elle a pris beaucoup de poids à l'âge adulte à la suite d'une rupture amoureuse. Puis, impossible pour elle de perdre ses kilos, jusqu'à ce qu'on lui prescrive les analogues du GLP-1. Pourtant, elle faisait tout juste. Elle mangeait bien et faisait du sport. Si je faisais des efforts, ça se voyait jamais sur la balance. C'est ça que les médecins trouvaient très injuste. Et donc effectivement, c'est toujours multifactoriel cette maladie, voilà. Et du coup, on a vraiment essayé d'analyser autant au niveau comportemental, au niveau nourriture, parce que c'est un peu de tout en fait finalement. Et on a essayé d'analyser effectivement tout et de réguler tout. Enfin, mes médecins étaient un peu désespérés parce que elles étaient un peu sans aucune alternative pour moi et pour me donner aussi, parce que j'en ai pas rien d'où je suis au fond, parce que je vois, il faut pouvoir me remonter, il faut trouver, est-ce qu'on essaye ci, est-ce qu'on essaye ça, puis il y avait plus grand-chose, donc c'était compliqué. Les médecins lui proposent alors des injections de liraglutide. Sans trop y croire, Camille Aquillon accepte et ça fonctionne. Elle perd 18 kilos. C'est un sentiment incroyable parce que c'était une délivrance. Pour les premières fois de ma vie, je pense pas à mon poids toute la journée, j'ai pas assez de charge mentale,
Je dois juste lâcher prise, laisser mon corps et le médicament se mettre d'accord. et puis pour une fois, j'ai l'impression de ne pas me battre toute seule, en fait. Si Camille se sent mieux, il y a encore un obstacle, celui du remboursement. La jeune femme souffre d'obésité aux yeux de la médecine, mais pas aux yeux des assurances. En effet, les critères pour être remboursé sont stricts. Il faut un IMC supérieur ou égal à 35, ou alors un IMC égal ou supérieur à 28 avec une comorbidité. Camille, elle, est juste au-dessous des 35. Au niveau du remboursement, je ne suis pas remboursée parce que apparemment je n'étais pas assez obèse. J'ai un peu l'impression d'une injustice, c'est une de plus. Je paye une assurance fort chère, de plus en plus chère, et ça va jamais en fait. Je vois pas le concept. Il faut être obèse, morbide, ne plus pouvoir se déplacer pour être remboursé, ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'investis pour moi en fait. C'est mon corps, c'est ma vie, donc je veux que les choses bougent. Donc j'ai dit ok, je vais faire un petit sacrifice un petit non, un grand sacrifice du porte-monnaie, mais au moins je serai mieux avec moi, avec mon corps et voilà. Les assureurs vont encore plus loin. Ces médicaments ne sont remboursés que durant 3 ans, avec des objectifs de poids par palier à atteindre. Si la personne n'y parvient pas, l'assureur ne prend plus en charge le traitement. Mais surtout, ces médicaments ne sont remboursés qu'une seule fois dans la vie du patient, une aberration pour les médecins. On peine vraiment à considérer dans notre société médicale, mais dans notre société générale, que l'obésité est une maladie chronique. Donc effectivement, on s'attend pour aucune maladie chronique à pouvoir traiter sur une période de 2 ans ou de 3 ans, comme c'est le cas ici, en se disant qu'après, la maladie ne sera plus présente. Donc ça signe vraiment la difficulté de rentrer dans cette notion qu'il faut traiter l'obésité et rembourser les traitements de l'obésité. Et ça demande de faire des calculs qui soient beaucoup plus généraux, puisque quand on traite une obésité, on peut obtenir une rémission du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle. On a des patients qui n'ont plus besoin de leur CPAP pour un syndrome des apnées obstructives du sommeil. On a des patients qui ont une régression d'une stéatose hépatique. Donc ça engendre en réalité une diminution des coûts de quantité d'autres maladies. Et il est important aujourd'hui que des calculs soient faits pour évaluer l'impact global en termes de coût de la santé de ces traitements-là quand il y a effectivement une perte de poids. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie. Le cœur du problème est de savoir si l'obésité est une maladie à part entière ou juste une question de bien-être. Et à ce sujet, l'OFSP semble être claire. Il est temps de reconnaître que l'obésité est une maladie, pas un choix de vie. Et que ceux qui en souffrent méritent d'être soignés et non pas jugés au premier regard. Mais dans sa stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles, l'OFSP ne reconnaît l'obésité qu'en tant que facteur de risque. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles de la Confédération, le surpoids et l'obésité sont traités comme des facteurs de risque afin de renforcer la prévention en collaboration avec les partenaires de la stratégie. Cela n'est toutefois pas en contradiction avec la reconnaissance de l'obésité en tant que maladie. Un statut flou qui, pour les spécialistes, penche quand même d'un côté. En Suisse, malheureusement, la Confédération, l'OFSP, ne reconnaît pas l'obésité comme une maladie. Ça reste un facteur de risque, mais pas une maladie. Au contraire de certains pays voisins, les États-Unis, l'OMS même reconnaît l'obésité comme une maladie. Pour l'instant, en Suisse, nous sommes un petit peu en retard. C'est donc cette semi, voire non-reconnaissance, qui peut expliquer les conditions sévères de remboursement. Les entreprises pharmaceutiques, elles aussi, ont avantage à ce que les conditions de remboursement soient moins strictes afin d'accroître leurs ventes. Elles lancent donc étude sur étude pour prouver les bienfaits des analogues du GLP-1 autres que la perte de poids. Celle qui a fait le plus de bruit à ce jour est l'étude SELECT qui démontre que ces hormones ont des bienfaits cardiovasculaires. Si vous arrivez à prouver que cela va éviter un accident cardiaque qui coûtera $100 000 dans 10 ans, vous faites le calcul. Si vous êtes l'assureur, vous dites $500.
par mois, moins 100 000, vous vous y retrouvez. Donc, tout le jeu des sociétés pharmaceutiques, c'est d'essayer de montrer que ce coût-bénéfice est favorable. Et d'ailleurs, on voit des estimations qui vont dans tous les sens. Sans grande surprise, les estimations plutôt proches des assureurs montrent que ça va coûter beaucoup plus que ça va rapporter. Et à l'inverse, pour les sociétés pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'études qui sont faites aussi pour essayer de voir s'il y a des autres avantages en plus de la simple perte de poids. Mais même sans remboursement, ces médicaments ont eu un succès énorme. Novo Nordisk, l'entreprise danoise leader du marché, a vu ses actions en bourse décoller au point que le PIB du Danemark a grimpé lui aussi grâce à ce succès. CGLP1, c'est clairement la poule aux œufs d'or, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, effectivement, on a vraiment cette Novo et Eli Lilly qui font la course en tête. Mais il y a plus de 50 médicaments aujourd'hui qui sont en phase de développement, qui ciblent typiquement, vraiment spécifiquement l'obésité. Donc la concurrence, qui était en retard, parce qu'il avait complètement sous-estimé ce marché, est en train de se mettre en marche. Zepbound, which is gaining attention for its potential to provide powerful results in treating obesity. I have some breaking Mounjaro news. The new Eli Lilly obesity medication. I want more. And I know I shouldn't. Zepbound. Donc si vous n'avez pas un nouveau médicament qui prouve qu'il est supérieur au précédent, votre produit existant va tomber sous le coup des génériques et vous ne gagnez plus rien. Donc il y a vraiment une course à l'innovation qui est très forte. Les analogues du GLP-1 en sont donc encore à leur balbutiement. Le marché est en pleine croissance et s'il pèse environ 9 milliards de francs, on prévoit qu'il atteigne 100 voire 300 milliards d'ici 2030. Pourtant, les professionnels de l'obésité ne pensent pas que ce soit la solution. Il y a un gros travail avec l'industrie agroalimentaire, il y a un gros travail avec les politiciens qui doivent nous aider clairement à améliorer le contenu des aliments. On sait très bien, on ne va pas se cacher, que certains aliments contiennent beaucoup de sucre, puisque si l'aliment a un meilleur goût, mais il y a une forte chance qu'il va être plus souvent acheté. Notre société pourrait décider de réguler la quantité de sucre qu'il y a dans les sodas, de réguler les publicités qui sont spécifiquement destinées aux plus jeunes, aux plus vulnérables, à ces produits gras et ces produits sucrés. Et malheureusement, rien n'est fait à ce niveau-là. Donc il semble qu'on ait vraiment l'intérêt de contenter les investisseurs des entreprises agroalimentaires. Et puis il semble que ça puisse aussi contenter à terme les investisseurs des boîtes pharmaceutiques. Mais la prévention dans un environnement obésogène, c'est David contre Goliath. Aux États-Unis, les traitements semblent prendre le pas sur la prévention. La prévalence de l'obésité aux États-Unis chez les enfants, elle a triplé en 15-20 ans. C'est au point que la Société pédiatrique, Association américaine pédiatrique, en tout début d'année, a jeté l'éponge. Ils ont toujours prôné la prévention contre l'obésité pour les enfants. Et en fait, ils ont vraiment changé leur discours. Ils ont dit, OK, ça ne marche pas. Donc, du moment que la prévention ne fonctionne pas, passons au traitement. En effet, l'Association américaine pédiatrique prône désormais l'usage du Wegovy chez les enfants, ainsi que la possibilité d'avoir recours à la chirurgie bariatrique à partir de 13 ans. Même Weight Watchers, qui prônait la perte de poids grâce à une vie saine, s'est récemment laissé tenter par ces médicaments. Now with a big move by Weight Watchers. This is a big move for Weight Watchers. Weight Watchers stock making major gains this week. Leur discours de Weight Watchers était devenu de plus en plus inaudible. Mais ensuite, il y a eu ce GLP-1 qui est arrivé. Donc, non seulement vous dites à des personnes, vous devez faire un effort surhumain pour atteindre votre objectif, mais en plus, il existe une solution que vous injectez une fois par semaine et qui fonctionne encore mieux. Donc, en fait, ils allaient disparaître. Donc Weight Watchers était à 2 doigts de la faillite. Et maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'associer leur savoir-faire dans le suivi des patients, enfin, pour la perte de poids de façon un peu traditionnelle, donc vraiment discipline de vie, avec une association de GLP-1. Si de plus en plus d'acteurs s'accordent sur l'efficacité des analogues du GLP-1 dans le traitement de l'obésité, pourquoi finalement ne pas prévenir la maladie en prescrivant ce médicament à toutes les personnes en surpoids ? C'est assez étonnant de penser qu'aujourd'hui,
On imagine qu'un traitement pourra nous prévenir de la maladie de l'obésité, alors qu'au fond, on sait que les solutions sont à apporter dans l'environnement qui est le nôtre, de nous protéger de ces calories en excès, de protéger les plus vulnérables, que sont particulièrement les enfants, de ces calories-là, de nous permettre de faire plus d'activité physique, d'être plus mobile. La solution, elle est là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est en train de penser complètement à l'envers. En Suisse, les spécialistes de l'obésité comptent sur la volonté politique pour changer les choses. Mais rien que l'an dernier, notre Parlement a rejeté 2 initiatives qui visaient à limiter le taux de sucre dans les aliments. Les molécules favorisant la perte de poids semblent donc avoir encore de beaux jours devant elles.